Chers amis, bonjour, ici Paul Emmanuel, postdocteur en biologie. Je suis à Zurich. Je vous montre un petit peu la ville, comme ça elle est pas mal. Je suis en congrès de Zurich. Ici vous avez le fleuve là. Alors je sais pas, je connais pas le nom du fleuve, c'est un peu dommage. Il est assez tôt, Zurich s'éveille et vous voyez, il y a pas beaucoup de gens qui passent, il y a un petit peu de transport. Je trouve que la ville s'éveille un peu plus tard que Lausanne, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est quand même la plus grande ville de Suisse. Je vais vous faire une vidéo aujourd'hui pour vous expliquer pourquoi selon moi la chaîne ne marche pas. C'est-à-dire que vous êtes quelques-uns à me dire la chaîne ne marche pas, c'est assez étonnant. Pour quelle raison, selon toi, on me dit pourquoi raison selon toi la chaîne ne marche pas. Je vais rentrer à l'hôtel, je vous ferai comme ça, la vidéo sera fixe, posée, plutôt que de la faire en pleine rue, le son sera meilleur. Je vais vous expliquer pourquoi selon moi la chaîne ne marche pas. Restez là, je reviens tout de suite. Eh bien me voilà de retour dans ma chambre d'hôtel zurichoise pour répondre à une question que la communauté sincère, ceux qui aiment vraiment la science te parle, se pose. Pourquoi est-ce que la chaîne n'a pas le succès qu'elle mériterait? Alors, il faut être objectif, une chaîne n'a pas à avoir ou non du succès qu'elle mérite, puisqu'il est difficile objectivement de définir le succès que devrait avoir une chaîne. Mais en gros, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que la chaîne stagne depuis des mois à environ 2300 abonnés, avec très peu d'augmentation, avec des pertes par moment, des augmentations d'autres moments, mais au final, il n'y a pas d'augmentation du nombre d'abonnés. Alors, je me suis bien évidemment aussi posé la question, même si je ne suis pas obsédé par le nombre d'abonnés, ni par le nombre de vues des vidéos, je fais les vidéos que je veux, et ce n'est pas ceux qui me suivent et qui doivent me pousser à faire des vidéos, c'est moi qui dois choisir mes sujets de vidéos, et j'ai cette liberté, il n'y a pas d'investissement sur cette chaîne, elle n'a pas à rapporter, donc je peux faire les vidéos que je veux. Mais si l'on regarde un petit peu les choses, on va se poser d'abord une question, c'est quoi YouTube? Eh bien, YouTube, c'est une plateforme où l'on échange de l'information. C'est un média où l'on échange de l'information. Il y a plusieurs types d'informations à échanger, que ce soit de l'humour, que ce soit de l'information scientifique, que ce soit de l'information d'actualité. Et moi, je choisis de vous diffuser de l'information scientifique. Je fais donc partie d'un certain cadre de vulgarisateur scientifique. Je mets vulgarisateur entre guillemets parce que je ne me définis pas comme vulgarisateur scientifique. Un vulgarisateur a du talent, il y a une certaine façon de raconter l'histoire. Et c'est là d'ailleurs où j'ai certains soucis avec ce que l'on nomme vulgarisateur scientifique. Je ne suis pas, moi, un vulgarisateur scientifique. Je suis juste un chercheur qui vous parle de recherche et de science sur Internet, qui va débunker certains trucs, mais surtout qui vous parle du monde de la recherche et de la science sur Internet. Alors, il y a d'abord ce souci-là, lorsque l'on dit je parle du monde de la recherche et de la science, c'est que ce sont les sujets abordés. Lorsque l'on parle du monde de la recherche, on va par exemple se poser des questions sur quelle est la place de l'expérimentation animale. Et vous avez eu une vidéo et bientôt une seconde sur cette chaîne. On va se poser la question de comment est-ce qu'on finance la recherche. Vous avez eu des vidéos sur cette chaîne. On va se poser la question de qu'est-ce que la publication scientifique. Et vous avez eu des vidéos sur cette chaîne. On va se poser la question de comment la communauté scientifique de recherche se place par rapport à la guerre en Ukraine. Et vous avez eu une vidéo sur cette chaîne qui parlait de ça et une interview d'un jeune chercheur ukrainien sur le blog de la chaîne. Ce ne sont pas des sujets qui intéressent beaucoup de monde. Il faut le dire, ce ne sont pas des sujets qui intéressent beaucoup de monde. C'est-à-dire que le monde de la recherche n'est pas un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Déjà, assez peu le comprennent, même en tant que chercheur. D'ailleurs, je discutais, tenais encore hier soir, au congrès à Zurich avec une jeune parisienne, je ne sais pas si on regardera cette vidéo, qui se pose beaucoup de questions sur le monde de la recherche. Et je lui ai dit, tu sais, les questions que tu te poses, tu es quasiment la seule à se la poser. Je n'ai jamais entendu beaucoup de chercheurs se poser ce genre de questions-là. Moi, je me les pose, tout comme toi. Et elle m'a dit, tout de même, ce sont des questions que tout le monde se devrait se poser. Je lui ai dit, oui, mais ce sont des questions que tout le monde ne se pose pas. Et donc, moi, je réponds un petit peu à ces questions sur la chaîne, et puis ça n'intéresse pas énormément de monde. Donc, il y a les sujets. Les vulgarisateurs scientifiques vont utiliser et faire surtout des sujets populaires. Et puis, au final, on arrive à quelque part sur le YouTube, à ce que tout le monde parle plus ou moins de la même chose. Le climat, par exemple, on va dire qu'est-ce qui pollue le plus, le train, la voiture, l'avion. Vous allez avoir beaucoup de vidéos sur l'avion. C'est-à-dire que c'est très intéressant, bien sûr, ce genre de vidéo, mais tout le monde va parler à un moment donné de la même chose. Après, vous avez des vidéos des sujets beaucoup plus populaires qui sont faits pour attirer le touriste Internet, on va dire, la personne qui regarde Internet. Par exemple, Dirty Biology,
une de ses premières vidéos, c'était les dragons auraient-ils pu le voler? Oui, mais mon gars, les gars, les dragons n'existent pas. Alors la vidéo est intéressante, hein, je ne dis pas, mais c'est pas le genre de question que je vais me poser. Vous avez Dr Newsman, il n'y a pas longtemps, qui a fait une vidéo sur si je mets une fraise dans la javel, qu'est-ce qui va se passer? C'est très intéressant, mais je ne vais pas mettre de fraise dans la javel pour ce qui va se passer. Ou alors Syllabus qui avait utilisé, vous savez, le cintre. Et puis à un moment donné, d'ailleurs, quand il y avait le cintre, vous aviez beaucoup de jeunes vulgarisateurs sur TikTok ou sur Instagram qui vous expliquaient cette histoire de cintre. Bon, et donc vous aviez 15 vidéos dans la semaine sur le cintre. Ce n'est pas ce qui m'intéresse en fait. Donc, vous avez les sujets des vidéos et là, le fait que ce ne sont pas des sujets très populaires. Le second point, c'est le personnage. On m'a dit quelquefois, tu n'as pas encore trouvé ton personnage. La phrase est folle, tu n'as pas encore trouvé ton personnage. Mais je n'ai pas envie d'être un personnage. Je n'ai pas envie de jouer un personnage. Si l'on regarde une chaîne qui a été créée récemment et qui marche beaucoup, vous avez le droit, qui est une chaîne très intéressante. Il y a le personnage, il y a toujours le même décor, le même style d'habit, vous parlez du chien, etc. Vous avez des sons, bon, c'est un personnage. Et les gens aiment les personnages. Et ça permet de prendre du recul pour le vidéaste par rapport à son public. D'ailleurs, certains utilisent des pseudonymes. Par exemple, la tronche en biais, on connaît tous, enfin, on connaît Thomas Durand, mais il s'appelle Assermandax. Il y a le personnage d'Assermandax. Donc, il y a ce personnage. Moi, j'ai décidé de ne pas vous donner le personnage. J'ai décidé d'être le chercheur qui vient, qui, comme un congrès, vous parle de la recherche, de sa passion du monde de la recherche. Je vous ai dit ma religion, mon parti politique, je vous ai dit qui est ma femme. Si vous écoutez bien les vidéos, vous savez qui est ma femme. Je vous ai donné mon parcours scientifique, je vous ai donné mon parcours politique. Vous savez où je suis né, vous savez où j'habite maintenant. Vous savez sur quoi je travaille. Chaque fois qu'il y a une publication, je vous le mets. Donc vous savez l'essentiel, vous connaissez mon frère aussi, je vous l'ai présenté en vidéo et vous savez ce qu'il fait dans la vie et ce qu'il va faire bientôt. Donc il n'y a pas de personnage. Il y a moi, Paul Emmanuel, qui vient vous parler en tant que chercheur sur Internet. Et ça peut gêner beaucoup de gens parce qu'il n'y a pas le recul avec le personnage. Il y a juste moi qui vient discuter comme un congrès. Et parlant de recul, si vous regardez bien mes vidéos, il n'y a quasiment pas de coupe. Je vous fais des plans séquences, comme on dit. C'est-à-dire je parle et puis je ne coupe pas. Cela gêne beaucoup de gens. Alors déjà, certaines personnes me disent que ça n'est pas du travail, c'est-à-dire que je ne fais pas ce travail sur la chaîne et que c'est sur The Quick and Dirty, l'expression est revenue assez souvent. Alors non, ce n'est pas parce que vous avez une vidéo qui n'est pas coupée que c'est une vidéo qui est mal faite. Lorsque nous sommes en congrès scientifique, on ne coupe pas. Et quand on fait une présentation, on dit non, attendez, là, je coupe parce que j'ai mal dit, je reprends un peu, puis un peu avant, oui, non. On fait notre présentation et puis on y va. Mais certains vont me dire, oui, mais quand tu fais une présentation au congrès scientifique, tu as préparé le discours et la vidéo. Ben, justement, c'est ce que je fais. Donc, je prépare le discours et la vidéo, je sais ce que je vais dire, je sais dans quelle ordre je vais le dire, j'ai un plan en tête et puis je me lance, j'y vais. Exactement comme un congrès scientifique. Et c'est ce que je veux qui transpire sur la chaîne. Comment le chercheur travaille. Et donc, mes vidéos, c'est comme des congrès scientifiques où il n'y aurait pas de coupe et où j'ai préparé le discours et je vous parle directement. Bon. Donc ça, beaucoup de gens disent, mais il n'y a pas de travail sur ta vidéo. Ça n'est pas vrai. Il y a beaucoup de travail sur mes vidéos. Les vidéos sont préparées, les textes sont pensés, et puis je me lance et j'y vais. Lorsque j'ai un texte à lire précis, parce que je sais que je peux me tromper, alors j'imprime la feuille et je le lis devant vous. Mais la plupart du temps, vous ne voyez pas le travail qu'il y a derrière, parce que je prépare la vidéo. Et puis, si lorsque je fais une vidéo d'un trait, je vois qu'il y a des trucs qui ne vont pas, j'efface et je refais. Donc des fois, je tourne 10 fois, un peu comme un congrès scientifique où on s'entraînerait avant de présenter. Donc c'est ça que je veux en fait vous présenter, même qui transpire par la vidéo, la façon dont le monde de la recherche fonctionne. Bon. C'est un pari, fou peut-être, mais c'est un pari que je fais et j'espère qu'il gagnera. Donc, vous avez les sujets, vous avez le personnage, vous avez le manque de travail qu'il semblerait sur la chaîne. Vous en avez un autre, l'algorithme de YouTube. L'algorithme de YouTube ne m'aime pas. Eh bien, il faut dire la vérité tout de même. L'algorithme de YouTube ne m'aime pas. Lorsque j'ai commencé cette chaîne, j'ai commencé par du débunkage, notamment sur Hold Up, Hold On, etc. Sur Ceci n'est pas un complot, sur l'hydroxychloroquine, sur Raoult, tout un tas de sujets. Et YouTube m'a striké un certain nombre de vidéos et supprimé un certain nombre de vidéos, au point qu'à un moment donné, je n'ai plus publié. Ensuite, j'ai republié. 2 vidéos ont été parties. Et j'ai reçu un beau message de YouTube en me disant qu'à force, ma chaîne allait sauter. C'est-à-dire que j'étais vraiment à 2 doigts à ce que la chaîne sorte. C'est-à-dire que si j'avais fait une vidéo qui ne plaisait pas à YouTube, c'était terminé, la science te parle. Bon.
Donc lorsque vous commencez une chaîne et qu'on vous supprime 1, 2, 3, 4, 5, 6 vidéos en quelques mois, et que on vous dit que vous êtes banni pendant un certain temps, que vous ne pouvez plus faire de vidéos, et qu'ensuite, lorsque vous en refaites, on vous resupprime la vidéo, et que là on vous dit la prochaine fois mon gars, c'est terminé, t'as plus de chaîne, hein, ben, l'algorithme ne peut pas vous aimer parce qu'il a l'impression que vous êtes de la désinformation vous-même. Alors que je débunke la désinformation, mais il n'y a pas de prise de conscience d'Internet sur ça. Et comme j'étais pas assez connu, bon, voilà, j'ai pas eu de soutien, mais ça n'est pas grave, j'étais pas assez connu, pas de soutien, donc l'algorithme n'a pas aimé. Et justement, on voit que lorsque vous pointez quelque chose aussi sur Internet, s'il n'y a pas d'habitude, ben, même YouTube, c'est même pas ce que vous faites. Donc l'algorithme ne m'aime pas et du coup, il y a moins de diffusion de mes vidéos, donc voilà, il y a aussi ça qui joue. Il ne faut pas oublier que YouTube est une plateforme algorithmique. Et si l'algorithme ne vous aime pas, et l'algorithme ne m'aime pas depuis le début, bon, il y a moins de diffusion de la vidéo. Ensuite, il y a le problème des sujets, on l'a dit, qui ne sont pas très courants, peut-être très aimés, mais aussi certains vont me dire qu'il n'y a pas de ligne éditoriale sur cette chaîne. Alors, là, il n'y a pas de ligne éditoriale. Pourquoi? Parce que déjà, je m'adapte à l'actualité de la recherche. Lorsqu'il y a eu la guerre en Ukraine, je n'avais pas prévu de faire, avant le 24 février 2022, une vidéo sur comment la communauté scientifique voit la guerre en Ukraine. Pardon, mais c'était pas prévu. Donc il faut s'adapter à l'actualité. Donc il y a une adaptation directe à l'actualité. Donc bien sûr, il n'y a pas de ligne éditoriale. Ensuite, j'ai envie de vous parler de la science et de la recherche autrement. Lorsque j'ai fait venir mes collègues qui sont passionnés de cinéma, où on a parlé du cinéma et de la science, il y a très peu de chaînes qui parlent de cinéma et de science. En tout cas, qui font des débats de presque 2 heures et quelques là-dessus. Et ça m'intéresse comme débat. Je trouve que c'est bien, en fait, de parler d'art et de science, etc. Je vous rappelle que je suis créateur d'un festival. Donc, il y a cette envie aussi de parler d'art et de science, parce que j'aime l'art, que voulez-vous? C'est comme ça, je suis un passionné, j'aime l'art. Donc, tout ça, ça perturbe un peu les gens, où les gens me disent, mais attends, pourquoi tu as fait cette vidéo-là? Tu parles de livres, de cinéma, de science, de recherche, tu débunkes. Encore une fois, je fais les vidéos que je veux, et lorsque je pense qu'une vidéo peut être intéressante, alors je vais la faire et la publier. Lorsque je pense qu'une personne peut être intéressante, alors je vais lui demander de venir sur la chaîne pour parler. Et vous avez beaucoup d'entretiens sur la chaîne, et vous allez avoir beaucoup d'entretiens aussi sur la chaîne. Je vous ai présenté Pharmacologix, une bande dessinée avec son dessinateur, qui sur Internet a présenté Pharmacologix. Donc toujours pareil, la BD, la science, l'art, la science, et puis comment est-ce que l'art peut permettre de diffuser la science, etc. Pharmacologix, c'est une excellente BD sur l'histoire de certains médicaments, je vous invite à la voir d'ailleurs. J'ai fait gagner Pharmacologix et la malédiction du cordon bleu par un concours. Comme ça, voilà, ça m'a pris, j'ai fait un concours, j'ai envie de faire plaisir à ceux qui regardent la chaîne, et puis j'ai envie de vous faire plaisir de temps en temps. Donc, enfin, toujours avec les vidéos, disons, mais je me fais plus plaisir moi, je crois, tout de même. J'ai envie de vous faire plaisir, donc je fais ça. Donc, on dirait que la ligne éditoriale n'existe pas. La ligne éditoriale, elle est dictée par l'actualité, la ligne éditoriale, c'est la recherche. Moi, je vais vous dire mon rêve, très clairement. C'est qu'il y ait des milliers de chercheurs francophones qui, sur Internet, diffusent la recherche. Le jour où on aura ça, eh bien, on aura gagné contre la désinformation. Le jour où on aura des milliers de chercheurs. Moi, je vous dis, en 2025, j'aimerais qu'il y ait 10 000 jeunes chercheurs francophones qui soient sur Internet, sur YouTube, sur TikTok, sur les 2 plateformes de vidéos aujourd'hui les plus regardées, et qui diffusent la recherche. Bon, on n'a pas 10 000. Voilà, ça c'est mon rêve. 10 000 en 2025. 10 000 en 2025. En 2 ans. 10 000, 2 ans, un peu plus. Mais pour que les chercheurs soient sur Internet, il faut qu'on supprime une idée de YouTube. Et là, c'est le plus gros point. C'est la professionnalisation de YouTube. Ah oui. Parce que, voyez-vous, YouTube, un problème, c'est qu'elle est professionnelle. Et de plus en plus, vous avez de plus en plus de gens qui poussent à la professionnalisation de YouTube, avec le montage de vidéos, etc. Moi, je vais vous dire un truc. Lorsque j'ai découvert Dirty Biology, assez tôt d'ailleurs dans son existence, je me suis dit, ça, je suis incapable de faire ce genre de vidéo. Et si il faut ça pour diffuser la science, eh bien, je ne peux pas. Puis j'ai vu des vidéastes qui faisaient moins de montage, etc., qui étaient plus à la cool. Et j'ai dit, ben là, je peux. Et moi, j'en fais encore moins de montage. Et c'est le but, en fait, même, de faire encore moins de montage. Pourquoi? Parce que je veux montrer aux chercheurs que l'on peut aller sur Internet sans passer des heures et des heures et des heures à faire du montage. C'est important, ça, de ne pas professionnaliser YouTube. Pourquoi? Parce que sinon, vous interdisez l'accès, déjà, à tout un tas de gens qui pourraient vous parler de recherche, qui pourraient filmer dans les labos. Et ça, c'est un problème. Et je veux casser ça. Je veux casser l'idée que YouTube doit être professionnel. Ça, c'est pas vrai.
Bon, YouTube, c'est des passionnés d'abord, avant tout. YouTube a été créé pour des passionnés, avant tout. Lorsque vous êtes chercheur, vous êtes passionné de recherche. Et donc, vous devez aller sur Internet. Si YouTube se professionnalise trop, la désinformation gagnera toujours là-dessus. Je vous le dis. Et TikTok, c'est pareil. Je vous le dis. Bon. Donc, il faut casser ça. Il faut casser les codes de YouTube. Et la science te parle, essaie de casser certains. Alors, bien sûr, je ne dis pas que je vais y arriver. Je suis seul dans mon coin. Ah, seul dans mon coin, parlant de ça, communauté. Communauté, lorsque vous arrivez sur YouTube, vous devez vous poser la question à quelle communauté vous appartenez. C'est très important la communauté parce que c'est ceux qui va vous soutenir. Moi, j'ai dit d'emblée que je n'étais pas zététicien, j'ai dit d'emblée mon parti politique, ma religion, et certains m'ont dit, putain, qu'est-ce que c'est ce délire, qu'est-ce qu'il fait là, ce gars, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, je n'appartiens pas à une communauté. Et je me permets de critiquer certaines communautés. On me reproche d'ailleurs, sur Twitter, de critiquer de temps en temps à Tronchambier. J'ai fait 2 critiques essentielles à Tronchambier. Et on me dit sur Twitter, t'as pas à critiquer, mais t'imagines, t'es fou, pas, qu'est-ce que c'est, bon. Une communauté est critiquable. Des vidéastes sont critiquables. On arrive à un point où il y a une telle professionnalisation de YouTube, on dit, t'as pas le droit de critiquer tel vidéaste, enfin, t'imagines, t'es fou. Imaginez ça. Vous arrivez sur YouTube, vous dites, ça, touche pas à lui, touche pas à lui, touche pas. Donc, je n'ai pas envie de ça, je n'appartiens pas à une communauté, donc, bien sûr, ça pose problème à des gens, et puis, comme on n'arrive pas très bien à m'identifier, voilà, il y a ça aussi. Parce qu'il n'y a pas de communauté de vidéastes qui peuvent s'identifier à moi. Ah, communauté de vidéastes, ça veut dire aussi des feats. Parce que lorsque vous arrivez sur YouTube, vous devez faire des feats aussi avec des gens pour mélanger les communautés. Bon, moi des feats, j'en ai fait, notamment avec Michael de la biologie fait des vidéos, et notamment avec Michael de la biologie fait des vidéos, et en fait c'est tout. J'ai fait un feat avec lui, il me l'a proposé, et puis je trouvais intéressant le sujet, les 10 bullshit sur le Covid, les 10 grosses bullshit sur le Covid. Je trouvais intéressant le sujet, j'ai accepté, mais faire des feats, pour moi, c'est pas la raison d'être de YouTube. Bien sûr, il faut mélanger les communautés, tout ce que vous voulez, mais il faut être clair sur un point, c'est que si vous prenez un vidéaste et que vous voulez faire une vidéo avec lui, ça veut dire que vous êtes sur son domaine. Et donc lui peut faire la vidéo. Si par exemple moi je veux faire sur l'histoire de la physique, je ne vais pas demander à Nota Bene de faire un feed, parce que lui il peut faire aussi une vidéo sur l'histoire de la physique s'il en a envie. Voyez. Bon. Donc les feeds pour moi n'ont que l'intérêt de mélanger les communautés, mais ça ne sert pas à grand chose en fait. Les vidéastes se parlent entre eux. Il y a une espèce de quelque part d'élite vidéaste où on se parle entre nous, Moi, j'ai envie de faire venir le monde de la recherche sur Internet. C'est pas le même but, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le même but, que juste faire grossir la chaîne. C'est faire venir des gens de l'extérieur d'Internet sur Internet. Alors, bien sûr, je rencontre beaucoup de chercheurs sur Twitter, donc qui sont déjà sur Internet et qui veulent bien parler. Par exemple, Samy, Benouma, je sais pas comment on dit, qui a déjà fait une interview avec moi qui sortira bientôt. Lui, il est sur Internet. Très intéressante comme interview. Mais tout le monde n'est pas sur Internet. Quand je vous ai fait l'interview de Rami, il n'était pas sur Internet. Quand je vous ai fait les 2 interviews avec Marine, elle n'était pas sur Internet. Donc je suis allé chercher des gens à l'extérieur d'Internet, des passionnés, des gens qui connaissent ce métier, pour vous en parler. Et c'est ce que je veux. Je veux qu'il y ait des chercheurs sur Internet. Je ne veux pas que ce soit toujours les mêmes que l'on voit. Donc les feeds, ça serait permettre à ce que ce soit toujours les mêmes que l'on voit. Et ça, je n'ai pas envie, si vous voulez. Donc là aussi, il y a un cassement de code. Et ça gêne beaucoup les gens aussi, ça. Et de réfléchir à YouTube, de dire c'est pas ça que je veux. C'est ça que je veux. Mais c'est pas ça. C'est pas l'habitude qu'on a sur YouTube que je veux, c'est autre chose. Bon. Donc voilà un peu les raisons. Et puis, comme je n'ai pas de personnage, la dernière raison, c'est moi. Voilà, c'est moi. C'est ma personnalité. Vous aimez ou vous aimez pas. Il y a des gens qui ne m'aiment pas et qui me le font savoir dans les commentaires ou dans les messages. Quand vous n'avez pas de personnage, vous êtes à nu devant votre public et puis il faut que votre public vous accepte. Donc oui, l'un des points limitants de la chaîne, c'est tout simplement moi et ma personnalité. Et vous avez des gens qui ne m'aiment pas. Donc ils ne viendront jamais sur la chaîne. Je ne vais pas faire semblant de créer quelque chose pour que les gens m'aiment. Vous ne m'aimez pas, c'est votre problème, c'est pas le mien. Donc voilà, vous avez ça aussi qui est assez important, c'est la façon dont les gens vous voient et est-ce qu'ils vous apprécient ou pas. Voilà pour moi les raisons qui font que la chaîne ne marche moins, en tout cas de ce que certains diraient qu'elle devrait. Moi, encore une fois, je fais les vidéos qui m'intéressent, je fais les vidéos que je veux. Si vous avez l'impression, et je sais que c'est l'impression de beaucoup, une sorte de quick and dirty, on me l'a souvent dit, même dans les messages, où on me dit, écoute, Paul, tu vas faire des efforts. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui, parce que certains se posent des questions, donc je préfère répondre aux questions. Il y a beaucoup de travail derrière, malgré le fait que vous avez l'impression que c'est fait comme ça, comme il y a beaucoup de travail lors de présentations en congrès scientifique, sauf qu'il n'y a pas de coupe. C'est-à-dire que les vidéos, elles sont faites comme si vous parliez à un chercheur. Je vous mène le monde de la recherche sur Internet. Il peut vous surprendre, mais en tout cas, il est comme ça.
Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Je vais juste finir avec un truc. Je vous remercie de me suivre. Je remercie ceux qui me suivent. Cela m'a permis d'acheter du matériel, de faire le concours là, pour gagner les bandes dessinées. Et je précise aussi que sur cette chaîne, on va surtout parler de méthode. Je n'ai plus envie de faire du débunkage frontal. J'ai envie de faire du débunkage par méthode scientifique, de vous apprendre non pas la méthodologie, mais la méthode des techniques particulières. Je vais vous faire bientôt une vidéo sur une technique que j'ai utilisée pendant un petit moment là au labo, où il n'y a que 2 machines en Suisse. Les machines sont faites sur mesure, il n'y a que 2 machines en Suisse. Comme ça. Et si on parle de méthodes, de techniques particulières que vous les comprenez, vous pourrez débunker très facilement et on pourra parler même aux désinformateurs, on pourra parler même à ceux qui sont pourris par des informations parce qu'on parlera de méthodes scientifiques, de techniques particulières scientifiques, non pas de méthodologie, mais de techniques particulières scientifiques. Et donc, ça vous permettra à vous de débunker directement ça. Voilà, c'est le dernier point que je voulais finir avec. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Vous pouvez aider financièrement la chaîne. Vous pouvez l'aider surtout en partageant la vidéo, et en commentant, ça aide l'algorithme de YouTube, vous voyez. Et activez la petite cloche pour les dernières notifications. Vous abonnez à la chaîne si vous la découvrez. Je vous dis à très bientôt.